Bonjour, je suis Christophe Stevens et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon invention qui devrait permettre de réduire fortement le coût du stockage d'énergie. Vous voyez ceci? Eh bien, c'est la batterie du futur. Elle peut stocker la même quantité d'électricité que cette batterie conventionnelle. Elle est composée de 2 kg de sable, de quelques grammes de plastique et de caoutchouc. Son coût de production est de 10 centimes, alors que cette batterie coûte plus de 10 euros, c'est-à-dire 100 fois plus cher. La profondeur moyenne de l'océan est de 4000 mètres. Imaginez que cette masse de sable se trouve au fond de l'océan et qu'il soit nécessaire de la remonter jusqu'à la surface, c'est-à-dire 4000 mètres plus haut. L'énergie qu'il faudrait dépenser pour la remonter sur une telle hauteur serait la même que l'énergie que peut stocker cette batterie. C'est ce qu'on appelle l'énergie potentielle gravitationnelle. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on peut exploiter ce principe pour fabriquer facilement un système de stockage d'électricité qui soit opérationnel et connectable au réseau électrique. Mais d'abord, je vais vous donner quelques informations sur l'enjeu du stockage d'énergie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le problème de la transition énergétique n'est plus le coût des éoliennes ou des panneaux solaires, car la technologie actuelle permet d'en fabriquer à des coûts très compétitifs. Le problème aujourd'hui, c'est que ces énergies sont intermittentes. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a plus d'électricité. Et dans ce cas-là, la solution habituelle, c'est d'allumer une centrale thermique. Ce sont généralement des centrales à charbon, au gaz ou encore au fioul. Elles émettent du CO2 dans l'atmosphère et contribuent au réchauffement climatique. En théorie, on pourrait stocker l'énergie, par exemple avec des batteries. Mais leur coût est beaucoup trop cher pour une utilisation industrielle sur le réseau. C'est notamment lié au fait que les périodes sans vent peuvent durer plus d'une journée et que les périodes sans soleil pour l'énergie solaire peut durer de 6 heures en été jusqu'à 18 heures en hiver. Ça génère un besoin de capacité de stockage à peu près équivalent. Pour donner un ordre d'idée, si on voulait stocker l'électricité produite par les éoliennes afin de résoudre le problème d'intermittence sans recourir à des backups thermiques, il faudrait investir 5 fois plus dans les batteries que dans les éoliennes. Les batteries ont d'autres inconvénients. Elles polluent et elles ont une durée de vie très médiocre, environ 2 à 5 ans pour les batteries plomb. Les batteries lithium durent un peu plus longtemps, mais elles coûtent plus cher et leur principal avantage est leur poids, ce qui fait qu'on les utilise plutôt pour les voitures électriques ou les smartphones par exemple. Il existe beaucoup d'autres types de batteries et également d'autres formes de stockage d'énergie, comme les volants d'inertie, l'air comprimé, l'hydrogène, les supercondensateurs, le stockage thermique, mais toutes ces technologies sont encore plus chères. Aujourd'hui, la seule technologie de stockage stationnaire qui soit industrialisée, ce sont les stations de transfert d'énergie par pompage. C'est un peu comme un barrage hydroélectrique, mais qui peut aussi fonctionner en sens inverse. Cette technologie a été développée surtout pour accompagner la construction des centrales nucléaires. On oublie souvent qu'une centrale nucléaire, c'est un peu comme les éoliennes. Elles ont besoin d'un backup de centrales thermiques fossiles ou une solution de stockage. La seule différence, c'est que le besoin de stockage pour le nucléaire est plus faible, de l'ordre de 3 heures, là où les éoliennes ont un besoin qui peut être supérieur à 24 heures. Une station de pompage coûte plus de 200 euros par kilowattheure de capacité de stockage. C'est à peine moins cher qu'une batterie, et surtout, leur coût va augmenter dans le futur puisque les stations actuelles ont été implantées sur les sites les plus avantageux.
Et puis, s'il fallait les développer de façon massive, il faudrait inonder des centaines de vallées. Imaginez la surface de la mer avec une barge, sur laquelle on positionne quelques poulies, reliées à un moteur et un générateur électrique. Un câble de 4000 mètres, avec un crochet à chaque extrémité. Un câble électrique qui permet de connecter le moteur et le générateur de la barge au réseau électrique. Dans notre exemple, le moteur permet de débiter une puissance de 1 MW, ce qui correspond à la consommation moyenne de 1000 ménages. Et le câble est prévu pour atteindre une vitesse verticale de 8 km/h. Un petit flotteur de type parachute de levage, comme ceux qui sont utilisés dans l'industrie pétrolière, un petit câble, un petit crochet, situé à environ 40 mètres sous la surface, un gros flotteur d'environ 50 mètres cubes, également de type parachute de levage, une masse d'un poids relatif de 50 tonnes, par exemple en béton. L'ensemble s'appelle un lest autoflottant, et un robot sous-marin de type conventionnel. Plusieurs lests autoflottants sont utilisés pour une seule barge. Leur nombre est adapté au temps de stockage nécessaire. Pour des éoliennes, les périodes sans vent peuvent être assez longues, de 12 heures à 3 jours, alors que pour les panneaux solaires, le besoin de stockage peut varier de 6 heures à 18 heures, car les périodes sans soleil peuvent durer plus ou moins longtemps, selon la saison, la nébulosité et la latitude. Sachant qu'un lest met 30 minutes pour parcourir 4000 mètres, avec une vitesse de 8 km/h, le nombre de lests pour une barge variera d'une dizaine à plus d'une centaine d'unités. Pour des puissances de plusieurs dizaines de mégawatts, des masses de plusieurs centaines de tonnes devront être accrochées et décrochées. Ces opérations peuvent être faites par des robots sous-marins conventionnels, dès lors qu'ils sont amenés à ne manipuler que des élingues souples. De telles conditions sont possibles à toutes les étapes d'un cycle de stockage, comme l'illustrent les modes de fonctionnement présentés dans cette animation. Avec l'augmentation de la profondeur et de la pression, le volume des parachutes va baisser et le poids relatif va rapidement tendre vers un maximum. Nous avons vu qu'avec une vitesse de 8 km/h, il faut 30 minutes pour parcourir 4000 mètres. Après 15 minutes, soit à mi-chemin, les crochets vont se croiser. Après 30 minutes de descente, les lests vont atteindre le fond marin. Ils y seront stockés jusqu'au prochain cycle de rechargement. Deux flotteurs sont utilisés pour un lest autoflottant, un petit et un gros. Mais pourquoi ne pas utiliser un seul flotteur? Pour éviter que les lests ne s'éparpillent à cause du vent et des courants de surface, ils doivent être ancrés. Avec un seul flotteur, la plus grande partie du volume de flotteur serait en surface, et la masse serait proche de la surface. Leur exposition au vent et aux courants de surface serait bien plus importante, et les câbles d'ancrage devraient être plus épais pour y résister et donc plus chers. Les petits flotteurs offrent une petite surface au vent et au courant. À 40 mètres de profondeur, la vitesse du courant est considérablement réduite. En effet, dans l'océan, les courants les plus importants sont les courants de surface, liés au vent et non pas au phénomène de marée, qui génère des courants dans les zones où la mer est peu profonde, comme près des côtes. Avec 4000 mètres de profondeur, les câbles d'ancrage doivent être longs d'environ 6000 mètres. Au moins 4 d'entre eux sont nécessaires pour maintenir une ligne de lest,
Ils impactent donc fortement la structure de coût de l'ensemble du système. En réduisant la force du vent et des courants sur les masses et les flotteurs, le coût des câbles baisse de 200% à seulement 20% du coût total. Pendant que le crochet numéro 1 relâche un lest au fond de la mer, un autre lest est accroché au crochet numéro 2, près de la surface. Nous avons donc une barge avec un moteur électrique, pouvant aussi fonctionner en sens inverse avec un générateur électrique, un ensemble de lest équipé de flotteurs, des câbles d'ancrage et un câble électrique. Lorsqu'il y a un excès d'électricité sur le réseau, elle peut être absorbée par le système en remontant les masses une à une avec le moteur et le câble. Le système offre une totale flexibilité puisque le nombre de lests peut être adapté à chaque situation. Dans l'exemple, pour assurer 18 heures de capacité de stockage, 36 lests sont utilisés pour une seule barge. Donc, lorsqu'il y a un excès d'électricité sur le réseau, le système va la dépenser via un moteur électrique pour remonter les masses une à une. 30 minutes sont nécessaires pour remonter chaque masse depuis le fond de la mer. En vitesse accélérée, ça donne ceci. Lorsque toutes les masses sont suspendues à la surface, le système est rechargé, comme une batterie géante rechargée. Lorsque le système est rechargé, l'électricité transformée en énergie potentielle peut être retransformée en électricité. Le système va alors fonctionner avec un générateur. Et lorsque toutes les masses reposent au fond de la mer, le système est déchargé, comme une batterie déchargée. Cette technologie est donc, selon les conditions d'implantation, de 5 à 20 fois moins chère qu'une technologie conventionnelle. Et elle est très simple à mettre en œuvre. Ça peut sembler difficile à croire, et pourtant c'est facile à démontrer. Nous allons donc présenter ici une structure de coût qui a été estimée en utilisant des hypothèses prudentes concernant les coûts des composants, qui sont des composants standards qu'on trouve sur catalogue. On pourrait se demander pourquoi cette technologie est si bon marché. C'est grâce à la profondeur de la mer. Sur 4000 mètres de dénivelé, il est possible de stocker autant d'énergie dans 1 kg de béton ou de sable que dans 1 kg de batterie. Et également grâce à l'utilisation de matériaux bon marché. Le béton, le plastique et l'acier sont beaucoup moins chers que le plomb ou le lithium par exemple. Une masse de 50 tonnes sur un dénivelé de 4000 mètres permet de stocker environ un demi-mégawattheure. On peut vérifier ça avec la formule de l'énergie potentielle, MGH. Son coût est d'environ 13 000 €. Si on voulait stocker une quantité d'énergie équivalente avec des batteries, ça coûterait plus de 300 000 € pour chaque masse. Plus la profondeur est importante, plus le coût des lests autoflottants est faible, puisqu'il est alors possible de stocker une plus grande quantité d'énergie avec un même lest. Le coût de la barge et ses équipements se dilue avec le nombre de masses utilisées pour équiper le système. Le nombre de masses dépend de la durée de stockage et donc du type d'énergie intermittente dominante dans le mix. Le coût du câble électrique dépend principalement de la distance à parcourir. Mais dans la plupart des cas de figure, notre système est environ 10 fois moins cher que les solutions concurrentes. La plupart des ordres de grandeur donnés ici peuvent être vérifiés avec des calculs relativement simples ou en s'informant sur le coût des différents composants, qui sont des composants standards.
Dans l'exemple, on a vu une barge de 1 MW et des lestes de 50 tonnes. Mais il est tout à fait possible de développer des barges beaucoup plus puissantes. Aujourd'hui, il existe plusieurs grues sur barge ayant une capacité de plusieurs milliers de tonnes, ce qui correspondrait à des puissances de plusieurs dizaines de mégawatts, l'équivalent de petites centrales à gaz. De telles grues sont utilisées dans le secteur pétrolier offshore ou encore pour implanter des éoliennes offshore. Il est donc possible de viser des coûts d'opération et de maintenance très faibles. Des flotteurs souples de 50 mètres cubes sont proposés sur catalogue par de nombreuses entreprises, pour des applications offshore également, et d'ailleurs souvent dans le secteur pétrolier. Plusieurs flotteurs de ce type peuvent être assemblés pour viser des masses beaucoup plus importantes. Les robots sous-marins sont utilisés massivement depuis plus de 10 ans par l'industrie pétrolière, notamment pour les forages profonds. Il en existe plus de 3000 dans le monde, leur coût est devenu tout à fait abordable, et ils sont capables d'effectuer des opérations complexes et également des opérations beaucoup plus simples, comme par exemple manipuler des élingues pour accrocher ou décrocher des masses. L'invention comprend de nombreux aspects qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui permettent notamment de rendre le système opérationnel même en cas de tempête, et qui permettent d'assurer une puissance constante ou variable. Plusieurs demandes de brevets ont été déposées depuis environ 2 ans. Les protocoles d'essai en haute mer et les plans de plusieurs prototypes sont prêts. Il ne manque plus qu'un petit financement pour faire une démonstration. Aujourd'hui, le coût des énergies renouvelables est devenu compétitif. Il est facile de montrer qu'avec cette technologie de stockage, des mix énergétiques 100% renouvelables deviennent alors plus avantageux économiquement que la plupart des mix existants. En particulier, ceux dominés par des centrales nucléaires ou des centrales thermiques. Surtout dans les pays importateurs de charbon, de gaz et de fioul. C'est le cas par exemple de la quasi-totalité des pays européens. L'Union européenne importe en moyenne chaque jour l'équivalent de 1 milliard d'euros de combustibles fossiles. Chaque jour, 1 milliard d'euros. Ce qui dégrade d'autant le pouvoir d'achat des habitants et la compétitivité des entreprises. En plus, cette dépendance énergétique génère assez logiquement des conflits avec certains pays exportateurs. Si vous souhaitez aider ce projet, vous pouvez partager cette vidéo afin de faire connaître cette nouvelle solution de stockage. Merci pour votre attention.